et territoires avec 4 questions, en commençant par les 2 questions de Madame. Ah non, Madame Josso n'est pas là. D'accord. Bah, écoutez, on va commencer par Madame Dubié alors, si vous ou par le président Vigier, comme vous le souhaitez. Madame Dubié. Vous posez votre question, Madame Dubié, et quand Madame Josso arrivera, on pourra lui proposer de proposer ses questions. Allez-y, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous avons un message simple pour tous les pays. Tester, tester, tester. Depuis l'intervention du directeur général de l'OMS le 16 mars dernier, la consigne est claire. Face au Covid-19, il faut tester. Pourtant, les retards s'accumulent depuis le début de la crise, tant et si bien que la politique en matière de dépistage paraît très floue. Les pénuries de réactifs et des couvillons, dès les premières semaines, vous ont obligé à réserver les tests aux cas graves, aux soignants, puis enfin aux résidents des EHPAD. Finalement, le 28 avril dernier, le Premier ministre a annoncé que nous disposerons de 700 000 tests virologiques par semaine à partir du 11 mai et que nous serons en mesure de tester toutes les personnes présentant des symptômes et leurs cas contacts. Pourtant, ces chiffres montrent que la France n'a à l'heure actuelle jamais dépassé les 150 000 tests par semaine. Alors, Madame la Ministre, avons-nous les capacités suffisantes pour répondre à l'objectif annoncé de 700 000 tests? Notre maillage territorial et notre organisation sont-elles suffisamment adaptées? À ce propos, je tiens à saluer l'organisation qui s'est mise en place dans les Hautes-Pyrénées et dans toute l'Occitanie avec une mobilisation des professionnels libéraux pour monter les centres Covid. Mais qu'en est-il à l'échelle nationale? La mobilisation des laboratoires autres que les seules structures hospitalières a été très progressive, pour ne pas dire tardive. Pourquoi ne pas solliciter davantage les laboratoires de recherche qui peuvent être réquisitionnés depuis le 5 avril? Enfin, la politique de dépistage ne repose pas que sur les tests virologiques, mais également sur les tests sérologiques. Les connaissances sur les anticorps commencent à se préciser. Pourtant, le protocole national de déconfinement a écarté l'usage des tests sérologiques. Ces derniers sont-ils définitivement abandonnés par les pouvoirs publics? Je vous remercie. Je vous remercie. Bonjour Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. La stratégie de mise en œuvre par le gouvernement, comme vous l'avez rappelé, c'est le dépistage des cas suspects de Covid-19 et des cas contacts, et qui est un élément essentiel pour pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens et prévenir toute recirculation importante du virus. Cette stratégie offensive se base sur le triptyque annoncé ici par le Premier ministre, qui est protéger, tester et isoler. Ainsi, pour rompre aussi rapidement que possible les chaînes de transmission, le parcours de prise en charge comprend 3 axes. Permettez-moi de vous les rappeler très brièvement. Organiser le dépistage de toute personne présentant des symptômes Covid-19 et de toute personne identifiée comme ayant été contact avec une personne contaminée. Il s'agit bien là de l'axe 1. Mettre en œuvre également un dispositif de recherche de cas contacts robuste permettant d'identifier rapidement le maximum de personnes infectées. C'est l'axe 2 de ce dépistage massif, et engager le plus précocement les mesures d'isolement des cas confirmés et des cas contacts identifiés à risque. Nous avons sollicité l'ensemble des acteurs du système de santé que je souhaite remercier ici afin de mettre en œuvre et de mettre en place toute cette chaîne de prise en charge la plus efficace et la plus rapide possible. Cette chaîne a permis déjà d'identifier depuis la sortie du confinement plusieurs situations de cas groupés, ce qu'on appelle les clusters, qui font l'objet d'un suivi quotidien. Cela démontre notre capacité à diagnostiquer rapidement en tout point de notre territoire l'apparition de nouveaux cas, à tracer les contacts potentiels et à isoler toute personne à risque de transmission du virus. Vous me posez la question du nombre de tests identifiés. Vous avez bien vu qu'il y a eu un décalage avec la mise en œuvre du texte mettant en place ce remontée d'informations. En 4 jours, nous avons pu faire plus de 150 000 tests. L'ensemble de ces chiffres sont en train d'être remontés, d'être consolidés, et d'ici quelques jours, nous aurons la consolidation de ces premiers chiffres, de cette première semaine de tests qui est effectif partout sur le territoire et aussi en Outre-mer. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Nous passons aux questions de Madame Sandrine Josso. Donc vous avez 2 questions. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le ministre, chers collègues, la crise que nous traversons depuis la découverte de ce nouveau coronavirus s'est imposée à nous avec une rapidité, une ampleur que nul n'aurait pu prévoir. Pourtant, le caractère exceptionnel de cette pandémie ne doit pas faire oublier que des signes avant-coureurs auraient dû nous alerter depuis plusieurs années déjà. Les épisodes épidémiques du SRAS en 2003 en Chine, du MERS en 2012 au Moyen-Orient, ont démontré le danger émergent que représentait le coronavirus. Malheureusement, une fois endigués, nous n'avons pas poursuivi nos efforts de recherche, nous privant de connaissances qui nous auraient aujourd'hui été très utiles. De manière générale, la recherche sur les maladies infectieuses a été mise de côté ces dernières années, non investie par les industriels qui pensaient que ces dernières n'étaient plus à l'ordre du jour. En réalité, les virus émergents sont nombreux, comme Ebola, Zika, Chikungunya. En France, nous connaissons également l'épidémie de la dengue qui sévit actuellement, notamment dans les territoires ultramarins. Alors même que l'épidémie du Covid-19 est loin d'être terminée, il est urgent de prendre conscience que celle-ci ne sera certainement pas la dernière. Nous devons anticiper dès aujourd'hui. Anticipons l'émergence des nouveaux virus, des nouvelles maladies. Alors, Monsieur le ministre, que pensez-vous de la création d'une agence de recherche sur les maladies infectieuses ? Certains imaginent notamment transformer l'actuelle Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales en élargissant son champ d'action. Cette agence devra nécessairement s'accompagner de financements récurrents et conséquents qui permettent de mener des études approfondies et compatibles avec le temps long. Elle devra aussi reposer sur des liens constants entre les acteurs de la recherche fondamentale et ceux du terrain, en premier lieu les CHU. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la députée. Je vous remercie de me donner l'occasion de mettre en lumière l'effort de recherche en situation de crise sanitaire qui est mené dans notre pays depuis janvier. La mobilisation de tous les acteurs de la recherche dans les laboratoires, dans les hôpitaux, dans les administrations a été sans précédent. Je voudrais partager quelques faits pour témoigner de l'anticipation et de la réactivité dont nous avons collectivement fait preuve dans ce domaine. Avant de voir évidemment comment nous pourrons faire mieux à l'avenir. 3 champs pour illustrer mon propos, la coordination scientifique, le financement de projets, la réactivité réglementaire. La coordination scientifique a été confiée au consortium Reacting. Ce consortium s'est mis en alerte sous une semaine dès le 6 janvier pour assurer le partage d'informations scientifiques sur l'épidémie et coordonner la recherche scientifique. Ce consortium multidisciplinaire et multi-institutionnel coordonné par l'INSERM sous l'égide Avicen s'est déjà illustré par son efficacité au moment de l'épidémie de Chikungunya en 2013, de Zika en 2015 et d'Ebola en 2018-2020. Il regroupait au début de la crise 35 équipes de recherche et aujourd'hui il coordonne 55 équipes. C'est une force inestimable d'avoir un réseau coordonné rassemblant des équipes et des laboratoires d'excellence qui ont une expérience éprouvée de collaboration en préparation comme en réponse de crise. Ceci a permis aux équipes de recherche d'être prêtes pour les différents appels nationaux et européens qui ont été mis en place dès le mois de mars. En effet, il faut souligner la mise en place très rapide d'appels nationaux. Je pense notamment à l'appel de l'ANR Flash qui a soutenu plus de 80 projets et qui reste ouvert, et l'appel du ministère des Solidarités et de la Santé qui a permis en 2 vagues de sélectionner près de 50 projets de recherche appliqués pour un engagement maximal de 31 millions d'euros. Ce sont des essais cliniques, mais aussi de la recherche épidémiologique sur des études sur des nouvelles organisations en ville comme en établissement. Je voudrais enfin saluer la réactivité des acteurs en matière réglementaire. On évoque souvent les délais administratifs, la mise en place d'études, notamment de recherche. Le délai mis en vigueur dans la crise est maintenant d'1 semaine et il est très compétitif à l'échelle internationale. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Josso, je crois que vous avez une seconde question. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Madame la Ministre, une étude d'une ampleur inédite conduite par le département de médecine de l'Université d'Oxford confirme que certaines pathologies comme le diabète ou l'obésité jouent un rôle crucial dans l'aggravation de la maladie du Covid-19. Constat confirmé également par différents scientifiques en France. Le lien est démontré, l'impact des perturbateurs endocriniens est majeur chez les malades du Covid-19.
Des associations et le collectif des maires anti-pesticides ont demandé le 12 mai 2020 au Conseil d'État de suspendre en urgence des textes fixant les distances minimales entre zones d'épandage de pesticides et habitations, ainsi que des dérogations à celles-ci. Nous connaissons également les impacts chroniques de ces produits toxiques sur notre santé et celle de nos enfants. Des études sont en cours sur de nombreux cas de cancer issus, entre autres. Je rappelle l'objectif 4 de la feuille de route du candidat Emmanuel Macron, protéger la santé et l'environnement des Français. Je lis, la prévention doit devenir la valeur cardinale de la politique de santé en France. Dans ce contexte, la santé environnementale sera une priorité du quinquennat. Cet objectif doit être reflété dans tous les domaines, l'agriculture, l'alimentation, les produits contenant des perturbateurs endocriniens, les transports, le chauffage, etc. L'épidémie mondiale des maladies chroniques a été largement ignorée ou sous-estimée par l'Organisation mondiale de la santé et par ses États membres. C'est le principal défi que nous devons tous mener, et cela à grande échelle. Qui ne connaît pas parmi ses voisins, ses proches, un membre de sa famille qui ne soit décédé d'un cancer ou bien d'un AVC ou bien encore de problèmes respiratoires ou cardiaques? Et pourtant, c'est précisément quand on doit faire face à la maladie ou à des souffrances chroniques, soi-même ou par des proches, qu'on se rend compte que la santé environnementale est en réalité une affaire qui concerne tout le monde. Ma question: des voix s'élèvent partout dans le monde pour exiger des plans de relance durables. La crise actuelle doit justement être l'occasion de réinventer une société plus résiliente face aux futurs chocs. Madame la ministre, pouvez-vous me dire que la France fera partie de ces nombreuses voix pour que la santé environnementale est une priorité du XXIe siècle? À ce titre, soutiendrez-vous la proposition de résolution que je déposerai avec plusieurs de mes collègues parlementaires? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame la députée, comme vous le savez, et cela a été défini par le Haut Conseil en santé publique, certaines pathologies sont en effet des facteurs de risque de forme grave du Covid-19. La stratégie du gouvernement durant la crise et plus globalement depuis 2017 est de prévenir l'apparition de pathologies chroniques comme le diabète ou l'obésité dans le cadre notamment du plan priorité prévention. La santé environnementale est partie intégrante de cette stratégie globale tournée vers la prévention. Tous les leviers d'action doivent être mobilisés pour atteindre l'objectif ambitieux d'un environnement non toxique pour la santé, selon l'approche One Health, une planète, une santé. Concernant spécifiquement les perturbateurs endocriniens, la France est l'un des premiers pays européens à avoir mis en place une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. La Commission européenne a publié en novembre 2018 une contribution sur sa stratégie pour minimiser l'exposition des Européens à ces perturbateurs endocriniens. La France s'est félicitée des avancées apportées, mais elle a appelé aussi la Commission à renforcer certains aspects de cette stratégie. Les ministères en charge de la santé et de la transition écologique ont lancé la stratégie nationale perturbateurs endocriniens 2019-2022 autour de 3 axes. Former et informer, notamment les professionnels de santé, les perturbateurs endocriniens sont un des objectifs prioritaires en matière de formation continue. Protéger l'environnement et la population et enfin accélérer la recherche sur les capacités de test de détection des perturbateurs endocriniens, sur les liens entre les perturbateurs endocriniens et les pathologies et développer une approche clinique. Enfin, nous devrons tirer les conclusions de cette crise dans l'élaboration du futur plan national santé-environnement, baptisé Mon environnement, ma santé et qui est prévu pour cette année. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est au président Vigier. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voudrais, avec cette question, vous interroger sur les urgences régionales de santé. Alors, vous allez me dire, dans ma bouche, ce n'est pas un sujet nouveau, puisque lors de la commission d'enquête parlementaire sur l'accès aux soins, j'avais dénoncé ce caractère technocratique, décalé, étatisé, avec même, souvent, pas tout le temps, il y a des ARS dans lesquels ça s'est bien passé. Je ne parle pas du Grand Est, puisque le gouvernement a pris ses responsabilités. Mais dans ma région, si avec l'antenne DDT de l'ARS ça se passe bien, on ne peut pas dire que ce soit complètement ce qui se passe au niveau régional. Un collègue est là, de la région Centre-Val de Loire. Elle se souvient peut-être d'une réunion qui a été annulée un quart d'heure avant même que le DG de l'ARS n'arrive, alors qu'on devait parler de stratégie. Dans un tel drame tel que le Covid, il faut de la réactivité et il ne faut surtout pas que la technostructure soit au rendez-vous. Et je déplore une nouvelle fois, Madame la Ministre, vous n'y êtes pour rien, ce n'est pas vous qui avez créé les ARH puis les ARS, c'est que la technostructure s'est imposée. Je peux prendre 2 exemples.
Lorsqu'il y a un EHPAD et qu'on a voulu, le Premier ministre avait pris cette bonne décision, je l'avais interrogé aux questions d'actualité au gouvernement, en disant, et Jeannine Dubié était attentive à ces questions depuis le début, il serait bien que l'on puisse aller voir eh bien, nos familles, nos aînés dans les EHPAD. Formulaire de 18 pages qui arrive au directeur de l'EHPAD. On ne contacte même pas les élus locaux, on leur explique très bien les visites, c'est dehors derrière un plastique, et s'il pleut, débrouillez-vous. Ça, c'est un détail. Deuxième chose, moi j'ai été assez impacté pour le Covid, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, étant un peu dans le métier. On a monté des centres d'orientation et de diagnostic, en disant qu'il valait mieux ne pas contaminer les cabinets médicaux, qu'il valait mieux naturellement ne pas encombrer les urgences. Et là, ils sont arrivés 15 jours après pour voir la conformité du centre qu'on allait monter. Extraordinaire. Je ne parle même pas des masques, je ne parle même pas des tests de sérologie qu'on a pu mettre en place ou certains départements voulaient mettre en place. Donc, Madame la Ministre, je pense qu'il faut arrêter ces diarchies, ces triarchies. Il y a un préfet, une préfète. Me semble-t-il, elle devrait avoir sous sa responsabilité l'intégralité des prérogatives des ARS. Ça serait, pour le gouvernement, un gage d'efficacité et de réactivité. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre. En effet, monsieur le député, je connais votre engagement sur ce sujet. Depuis le début de la crise du coronavirus, les agences régionales de santé sont en première ligne. Leur mobilisation a commencé très tôt. Si on prend l'exemple de Contamine-Montjoie, où sans l'action de l'ARS, l'épidémie aurait pu arriver dès le début de février en France. Très vite, l'ARS a installé un centre de dépistage. L'agence s'est chargée de trouver tous les cas contacts avec une investigation minutieuse. Plus de 100 personnes ont été testées et la fermeture des écoles ont été actée en matière préventive. Le confinement ciblé sur le cas contact a également été fait. Aujourd'hui, leur rôle est encore essentiel dans le cadre de l'isolement des cas contacts en cas de cluster. Sur la coordination avec les ARS, Olivier Véran a réuni l'ensemble des directeurs régionaux des ARS toutes les semaines et des points de coordination entre les services sont organisés tous les soirs. Concernant la gestion de la crise, pendant les crises, comme c'est le cas aujourd'hui, les ARS contribuent à la gestion de situations sanitaires exceptionnelles sous l'autorité du préfet, et qui dit préfet dit aussi élu local et collectivité territoriale. Les perspectives, vous en parlez, il y a en effet des perspectives intéressantes qui me semblent importantes à porter, notamment sur le fait que les ARS n'ont pas le même périmètre d'action que les préfets de département. Après la crise, je vous rejoins, il faudra certainement interroger le rôle des délégués départementaux pour qu'ils soient plus au contact de l'ensemble des élus. Je crois qu'il va y avoir des travaux parlementaires sur lesquels vous allez certainement vous y investir, qui vont faire des propositions sur lesquelles nous serons entièrement attentifs. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Nous passons au groupe de la France Insoumise avec une question de Monsieur Éric Coquerel. Merci. La crise épidémique ne serait pas devenue la crise sanitaire qu'elle a été si, depuis 2 ans, le gouvernement avait suivi les mobilisations des soignants. Ceux-ci n'auraient pas abordé la crise en sous-nombre, sous-équipés, manquant de lits et en plus mal payés pour le faire. Ce sont eux qui ont payé le plus lourd tribut en premier lieu. Je vous rappelle que plus de 40 000 soignants ou soignantes ont été contaminés. C'est la conséquence de 15 ans de politique où on a parlé de modernité, de réorganisation, de rentabilisation, de mutualisation, bref, tous les prétextes étaient bons pour baisser les moyens de l'hôpital public. Ma question, c'est, en espérant que nous n'ayons pas à faire face à une deuxième vague en juillet pour les prochaines crises sanitaires, est-ce que vous pensez réellement qu'une prime de 1 500 € différenciée est une réponse satisfaisante, où des soignants, selon la région où ils habitent, selon le métier qui est leur, selon le fait qu'ils soient en hôpital ou en EHPAD, n'aient pas la même prime? Monsieur Véran, hier, a expliqué qu'il fallait qu'ils soient mieux payés. Oui, mais est-ce que vous trouvez normal qu'on le conditionne à la flexibilité, à la remise du cadre légal de travail, à la montée en compétences, comme si la question des compétences avait été sur la table lors de cette crise, ou tout simplement, est-ce qu'on ne peut pas estimer une fois pour toutes que tous les soignants méritent d'être mieux payés, point barre, sans condition? Et enfin, oui à des lits, oui à des moyens supplémentaires, oui à des recrutements, mais là encore, pas à des choix qui viseraient à faire en sorte de baisser les budgets de telles dépenses publiques pour permettre à l'hôpital de mieux vivre. Je crois que ce n'est pas ça la réponse qu'attendent les Français. J'aimerais connaître votre avis sur ces questions. Merci. Merci, cher collègue. Madame la Ministre.
Monsieur le député, c'est un très beau et vaste sujet qui avait déjà été engagé par Agnès Buzyn avec Ma Santé 2022. Il a été convenu que c'était un projet ambitieux qui prendrait du temps et que le besoin était nécessaire et qu'il y avait à apporter une réponse en urgence. Cette réponse en urgence, d'abord en temps de crise, ça a été de préparer notre système hospitalier avec notamment, et on l'a bien vu, l'augmentation du nombre de lits de réanimation, cette période de pré-confinement où nous avons préparé notre système de santé, où nous avons mobilisé une réserve sanitaire et où l'ensemble des professionnels, que ce soit la médecine de ville ou l'hôpital classique, a pu répondre, que ce soit dans le cadre du privé ou dans le cadre du public. C'est tous ensemble que nous avons pu apporter une réponse en termes de crise et que cette réponse a été à la hauteur des attentes de nos concitoyens et sur lequel nous avons un système qui a fonctionné pour cette crise et sur lequel nous n'avons pas eu à faire, comme d'autres pays, à choisir sur certains patients à hospitaliser ou pas hospitaliser. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est derrière, comment est-ce qu'on peut faire pour faire travailler et faire en sorte que notre système hospitalier et que nos soignants soient épanouis et heureux dans leur travail. C'est tout l'objectif du travail de réorganisation qui va être lancé avec Ségur, le 25 Ségur Santé, avec lors du travail par le 25 mai par le ministre de la Santé. Et sur le dernier élément que vous m'avez demandé, sur l'augmentation des rémunérations sera-t-elle significative ? La question de la rémunération peut être orientée ou abordée sous 4 angles différents. La première, c'est bien sûr la question des salaires. Au-delà des primes, il faut travailler sur une augmentation des salaires et c'est ce que le ministre s'est engagé à faire. Le deuxième, c'est le sujet de l'organisation du travail. De nombreux infirmiers et infirmières sont contraints parfois d'avoir des heures de travail supplémentaires qui, de fait, sont illégales. Donc nous devons répondre à cette question des salariés à l'hôpital pour pouvoir les rendre attrayants sur ces métiers, pour pouvoir leur permettre de vivre dans de bonnes conditions. Et enfin, le troisième concerne la valorisation du travail collectif. Tout ce travail-là sera fait en lien avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la fédération, notamment des fédérations hospitalières. Mais il y aura également un travail avec les parlementaires dont je sais que vous ferez état. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Sabine Rubin. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais mettre en lumière le sujet des maisons d'enfants à caractère social qui vivent une situation particulièrement dramatique. Aujourd'hui, en France, ce sont près de 300 000 enfants qui font l'objet d'une mesure de protection, d'un suivi au titre de l'aide sociale à l'enfance. Et un certain nombre d'entre eux sont placés en foyer. Or, la gestion de la crise du Covid-19 y a été rude, mettant en relief le manque d'éducateurs spécialisés et de personnel au sein de ces structures, aggravant les tensions et les risques de violence, rendant périlleux le respect des gestes barrières, tout en assurant un encadrement et des activités pour ces jeunes mineurs. Les éducateurs sont en sous-nombre. Ils nous décrivent des moments de violence de plus en plus difficiles à gérer, alerte une psychologue, par ailleurs membre de SOS Enfants placés. Une promiscuité difficilement compatible avec l'impératif de santé publique, notamment dans des sites ne disposant parfois pas de jardin à l'extérieur, alors qu'un protocole sanitaire clairement établi faisait défaut au début du confinement. Et bien sûr, l'absence de masques, de produits d'hygiène a entravé le travail des éducateurs. Les ordonnances de mars dernier ont considérablement assoupli les conditions d'accueil des enfants de l'ASE, autorisant jusqu'à un taux d'occupation de 120% pour des publics fragiles nécessitant un fort accompagnement. L'absence du nombre suffisant d'éducateurs, la nécessité d'une organisation du travail allégée et d'une mutualisation des équipes n'a été palliée que par le formidable élan de générosité de nos concitoyens. Près de 2500 bénévoles. Mais alors que le confinement et l'impératif de reprise d'activité économique se conjuguent, les inquiétudes sont grandes pour faire respecter les règles sanitaires au sein de ces établissements. Que compte faire le gouvernement pour améliorer la situation? Un plan de recrutement et de financement massif est-il prévu à l'échelle du pays pour accompagner et aider ces enfants parmi les plus démunis? Je vous remercie. Madame la ministre. Madame la députée, les enfants de l'aide sociale à l'enfance méritent toute notre attention et vous avez raison de le souligner cette question. Et je sais qu'Adrien Taquet est en lien constant avec les associations comme les départements à ce sujet. Je tiens tout d'abord à saluer le travail des départements et celui des cadres et des personnels de ces structures de l'aide sociale à l'enfance. Ils déploient une énergie et un engagement sans faille pour trouver au quotidien des solutions et des réponses aux besoins de ces enfants.
Des consignes sanitaires claires pour les établissements et pour les familles d'accueil ont été édictées dès le début de la crise. L'ensemble des consignes d'adaptation à la crise du Covid-19 à destination des acteurs du secteur de la protection de l'enfance a été envoyé dès les premiers jours de la crise, ainsi qu'un courrier à l'ensemble des départements, des conseils départementaux, pour rappeler les doctrines et réponses communes à apporter. Concernant le manque de personnel, il faut avérer que dans un établissement de protection de l'enfance, quand vous avez en journée des enfants qui vont à l'école et du fait du confinement que vous avez les écoles qui sont fermées, il a bien fallu accueillir ces enfants dans les établissements et c'est tout le travail de remobilisation des professionnels de la protection de l'enfance qui sont venus quotidiennement et continuent à travailler auprès de ces enfants et permettre aussi l'activité et l'école pédagogique pour ces enfants. C'est tout ce qu'a déployé Adrien Taquet pour aussi permettre à ces enfants d'avoir accès au numérique, cette école numérique sur laquelle ils ont pu continuer les cours. Et quand il y avait des manques de professionnels, j'ai mobilisé une réserve sociale. Ce sont ces futurs travailleurs sociaux, étudiants en travail social, qui sont venus renforcer les établissements de protection de l'enfance notamment, comme les établissements d'hébergement, pour venir en soutien aux professionnels qui pouvaient manquer parce qu'ils étaient contraints de aussi rester chez eux pour garder leurs enfants. Sur les mesures mises en place pour le déconfinement, un guide de recommandation a été mis en place dès la sortie du confinement et envoyé à l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance. Il prévoit une priorité à la reprise à la scolarité en présentiel afin que les enfants de l'aide sociale à l'enfance ne connaissent pas un retard dans la scolarité qui risque d'être important. Une reprise progressive des droits de visite médiatisés et des droits d'hébergement des parents en lien avec le référent éducatif de l'enfant, une évaluation des impacts du confinement sur la santé mentale des enfants et la prise en charge des troubles éventuels. Il y a encore du travail, mais sachez que M. Taquet est à votre disposition pour en parler. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons aux questions du groupe de la gauche démocrate et républicaine avec deux questions, en commençant par celle de M. Alain Brunel. Oui, merci, Monsieur le Président. La crise sanitaire que nous traversons démontre avec force la dépendance et la fragilité industrielle de notre pays dans lequel l'État se doit de garantir la sécurité sanitaire des professionnels et des citoyens. La réalité a illustré la dépendance flagrante des industriels et des consommateurs européens à la production délocalisée, notamment la production chinoise. La déstructuration du tissu économique a accentué la fragilité de l'industrie européenne qui se trouve incapable de répondre aux besoins essentiels des populations en termes de masques de protection notamment. Avec l'économie organisée sous le dogme ultralibéral, la concentration des activités industrielles se fait dans les zones où le droit du travail est le plus avantageux pour la rentabilité financière. Il faut produire à moindre coût, quitte à produire à l'autre bout du monde. La crise liée à la pandémie du Covid-19 a mis en relief les effets négatifs de cette vision libérale de l'économie. Cette combinaison de crise sanitaire et de crise économique replace le principe de l'État stratège au rang des priorités. L'État doit pouvoir définir ce qu'est une entreprise indispensable à notre santé et en dresser la liste. Il est indispensable de pouvoir produire, entre autres, par exemple, des masques, blouses, charlottes, appareils respiratoires et oxygène médical de manière localisée. Des nationalisations stratégiques doivent pouvoir être menées dans ces entreprises clés afin de planifier la production en fonction d'un seul besoin humain et non d'un impératif financier. Cette crise sanitaire nous a permis de voir les limites et les dangers d'un tel fonctionnement. Comment expliquer qu'au cœur de la 6e puissance mondiale, qu'on ait pu assister à des scènes surréalistes pour pallier au manque d'anticipation de l'État? Comment expliquer que certains hôpitaux en manque de protection pour son personnel soignant aient dû réaliser des patrons et faire appel à des couturières bénévoles? Comment expliquer que ces soignants des premières lignes aient à utiliser des masques périmés faute de mieux? Comment expliquer que l'État n'ait pas choisi de nationaliser l'entreprise Luxfer, seule entreprise de l'Union européenne à fabriquer des bouteilles de gaz alors qu'il y avait un risque réel de pénurie? Il est urgent de tirer toutes les leçons de cette crise et d'annoncer des mesures concrètes pour réduire la dépendance industrielle de la France. Il faut joindre les actes à la parole de Monsieur le ministre de l'économie et des finances qui compte, je le cite, utiliser tous les instruments pour protéger les entreprises françaises, y compris en utilisant recapitalisation des prises de participation ou même des nationalisations si nécessaire. Je vous remercie, chers collègues. Je vous remercie. Madame la ministre, bonjour. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brunel. Je crois d'abord que dans cette crise, on peut
de manière très sereine, dire qu'on peut être fier de notre industrie et de la mobilisation dont elle a fait preuve. Et qu'il n'y a besoin ni de réquisition, ni de nationalisation pour la mobiliser. C'est ce que nous avons fait en état stratège dans la crise, en sollicitant l'industrie pour de nouvelles productions, pour accompagner leur montée en charge, en organisant un consortium pour produire des respirateurs, des 4 plus grandes entreprises industrielles de France, en innovant avec la filière textile, en mettant au point en 15 jours des masques lavables à filtration garantie que nous envient nos voisins, en convertissant un fournisseur français de coton-tige en producteur d'écouvillons pour les tests, en multipliant par 6 la production de masques chirurgicaux et FFP2. Mais vous avez raison, monsieur le député, car ce sont des actions de crise, ce ne sont pas des actions d'anticipation. Et le deuxième volet que nous devons maintenant déployer, c'est cette capacité à reprendre la main en souveraineté sur notre industrie et au plan européen. C'est dans cet esprit d'ailleurs que nous avions anticipé cette problématique, et vous avez cité les paroles de Bruno Le Maire, mais il y a eu des actes. Je pense notamment à la mission bio qui avait été faite en coordination avec Agnès Buzyn pour justement faire face aux pénuries de médicaments. Je pense également à tout le travail qu'a fait le Conseil stratégique des industries de santé pour accélérer des relocalisations et des réimplantations de sites de production de médicaments, de dispositifs médicaux en France, en n'ayant pas seulement une vision du coût de la santé, mais également une vision industrielle de cette santé, parce que nous savons désormais qu'une logistique mondiale disponible à tout moment, ça n'existe pas, et que dans les moments de crise, il faut pouvoir compter sur la France, sur l'Europe et sur nos industries. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Hubert Wulfranc. Vous battez un peu avec votre micro, mais vous allez gagner. Allez-y, merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres. Bien, parlons anticipation, donc, comme vous nous y avez invités, et puisque la crise du Covid a mis en exergue effectivement la question stratégique des moyens et capacités de stockage et de distribution du matériel médical et des médicaments par les opérateurs de l'État. Les tensions extrêmes qui se sont manifestées, notamment au plus fort du pic de la crise, mettent en lumière une organisation qui ne souffre pas seulement de carences conjoncturelles, mais qui peut à tout moment se trouver à nouveau en rupture face aux besoins d'urgence des structures soignantes. C'est pourquoi il y a, selon les députés communistes, une exigence à augmenter immédiatement les moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves. Nous plaidons pour notre part pour la réactivation de l'établissement public de réponse d'urgence sanitaire, l'EPRUS, qui avait été mis sur pied en 2007 et qui a été fusionné, c'est-à-dire a disparu en propre, moins de 10 ans plus tard, dans Santé publique France. Ainsi, les missions spécifiques et décisives de cet établissement ont été noyées et la gestion des moyens de lutte, tant du point de vue humain, avec la question de la réserve sanitaire, que du point de vue matériel, achat et stockage des produits et médicaments, équipements de protection, eh bien, tout cela a été beaucoup moins réactif. Réinstallé pleinement dans ses missions, il pourrait être épaulé par un programme public, c'est ce que nous proposons, de production et de distribution de médicaments et de matériel médical essentiel, lancé par les opérateurs de l'État. Nous pensons notamment à l'AGEPS et à la pharmacie des armées. Consolidé, comme mon collègue Brunel vient de l'indiquer, par des entreprises spécialisées, soit celles, et c'est un comble, qui sont en voie de liquidation, telles Famar et Luxfer, ainsi que celles dont les pouvoirs publics pourraient décider la réquisition. Madame la ministre, est-ce qu'une telle réponse est dans vos intentions? Je vous remercie. Madame la ministre. Pour répondre à votre question, monsieur le député, je souhaite revenir un peu sur notre organisation structurelle et actuelle. L'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, EPRUS, avait été institué par la loi du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur. Sa mission était d'assurer la gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves, tant du point de vue humain, avec la réserve sanitaire, comme vous l'avez rappelé, que du point de vue du matériel, produits et services. En 2016, Santé publique France, sous la tutelle du ministère chargé de la Santé, a créé par fusion de l'Institut de veille sanitaire, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et de l'EPRUS.
Cette réunion s'est faite sans modification des missions à terme des préparations de réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires. Donc Santé publique France a donc, comme l'avait EPRUS, pour mission d'acquérir, de fabriquer, d'importer et de distribuer des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. À cette fin, il lui appartient donc de gérer des stocks de produits, de traitements acquis ou confiés par l'État. Sur la question que vous posez, celle de savoir si, au-delà de l'organisation existante, son fonctionnement mériterait d'être révisé pour mieux anticiper et se préparer aux futures crises. Qui pourrait dire aujourd'hui que cette organisation ne mérite pas d'être réinterrogée au regard de la crise que nous venons de traverser? Mais je ne voudrais pas qu'on fasse croire aux Français qu'assurer de manière centralisée la logistique à grande échelle est quelque chose de simple, que ce soit à l'occasion de l'ouragan Irma ou encore de grandes catastrophes. Projeter des ressources et des moyens est une mission particulièrement complexe et c'est cette organisation qu'il nous faut sans nul doute revoir. Les retours d'expérience devront nous aider à répondre à votre question totalement légitime, mais qui ne doit pas se résumer à refaire ce que nous avons déjà fait, mais sans doute revoir toute notre stratégie de réponse de manière plus globale, sur lequel, là aussi, il y aura certainement des travaux parlementaires sur lesquels on vous invite à faire des propositions. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au groupe de La République En Marche avec 5 questions, en commençant par celle de Madame Michèle Peyron. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres. Notre pays connaît une crise sans précédent. Nos générations n'ont jamais connu de telle crise. Après cette période de confinement qui a permis de ralentir l'épidémie et permettre à nos hôpitaux de ne pas atteindre un seuil critique qui aurait été extrêmement problématique, la mise en place du chômage partiel à hauteur de 84%, sans exception, a permis de maintenir de nombreux emplois, à la différence des autres pays européens. Nous sommes désormais dans une nouvelle phase. S'il faut continuer de favoriser le télétravail lorsque celui-ci est possible, de nombreuses activités doivent aujourd'hui reprendre. Le chômage partiel a su protéger également la santé des travailleurs. Afin de relancer notre pays, nous devons permettre à chacun de reprendre son activité tout en garantissant leur sécurité sanitaire. Pour ce faire, le ministère du Travail a pris en charge d'établir des fiches pour chaque métier, afin de permettre cette reprise dans les meilleures conditions. Ces fiches métiers accompagnent les entreprises et protègent les employés et les employeurs. Ces fiches ont permis, dès le 11 mai, la rouverture de nombreuses entreprises. Je pense notamment aux coiffeurs, qui ont été très sollicités suite à un confinement de 2 mois. Les fiches métiers ont été établies en concertation avec les organisations syndicales et patronales. Pourtant, les aides à domicile, notamment, contestent cette fiche métier. D'autres sont encore en attente. Elles sont essentielles à la relance de notre économie et à la protection de tous. Comment faire pour que l'ensemble de la population prenne connaissance de ces fiches, afin que tous respectent notamment les gestes barrières possibles dans chaque profession? Merci. Je vous remercie. Madame la ministre. Madame la députée, depuis le début de la crise sanitaire, la protection des Français est la priorité de l'action du gouvernement.
La protection des salariés a également été l'enjeu principal de la poursuite de l'activité économique. Après avoir formulé des recommandations d'ordre général, le ministère du Travail, comme vous l'avez rappelé, a mis en place dès les premiers jours et dans les premiers jours du confinement une cellule dédiée à la formalisation de préconisations spécifiques à certains secteurs d'activité ou même certains métiers, afin d'adapter les gestes barrières et les mesures de distanciation physique à leur environnement de travail et ainsi permettre la poursuite du travail en toute sécurité. Ces fiches sont établies par les experts et sont systématiquement soumises aux partenaires sociaux représentatifs qui peuvent formuler des remarques. La fiche sur l'aide à domicile a évidemment été soumise au même processus, y compris concernant la concertation. En parallèle, certains secteurs professionnels se sont eux-mêmes saisis de la question et ont été à l'initiative de la rédaction de guides sectoriels, le plus souvent co-construits avec les partenaires sociaux des branches concernées. S'ils le souhaitent, ces guides peuvent faire l'objet d'une étude par la même cellule d'experts et être publiés sur le site du ministère du Travail s'ils sont conformes aux préconisations gouvernementales. Ils nécessitent souvent plusieurs séries d'échanges avec les professionnels pour s'assurer de cette conformité et prendre toujours en compte la question à la fois du dialogue social qui a été conduit et aussi l'impératif de respect des règles sanitaires. Le 11 mai, 60 fiches métiers étaient disponibles sur le site internet du ministère du Travail, auquel s'ajoute un protocole national de déconfinement pour les entreprises et les salariés qui reprend de manière transverse les recommandations applicables aux entreprises en matière de masques, de tests, de jauges, de nettoyage ou encore d'organisation pour permettre un travail en sécurité et lutter contre la propagation du virus. L'ensemble de ces documents fait évidemment l'objet d'un travail de concertation avec le ministère de la Santé et des Solidarités. Il bénéficie d'une grande diffusion. Donc nous invitons l'ensemble des professionnels à venir regarder ces guides, à les travailler et aussi à engager le dialogue social auprès de sa propre organisation, de façon à ce que chaque salarié se sente en bonne condition pour reprendre le travail. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Nous passons à la question de Madame Olga Givernet. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Voici plusieurs jours que nous déconfinons et avec ce déconfinement, c'est bien la reprise des activités, il y a la reprise de la vie réelle et nous avons retrouvé le chemin du travail. Certains de nos enfants ont retrouvé également le chemin de l'école et nos commerces ont pu rouvrir. C'est bien la vie qui reprend et le gouvernement a choisi de faire confiance aux Français et aux Françaises pour appliquer les précautions sanitaires et savoir nous protéger et protéger les autres de la menace qui plane toujours sur nos têtes. Et oui, l'ombre du virus est toujours là et tant qu'il n'y aura ni traitement ni vaccin, nous n'en serons pas sortis. Alors avec les risques et les facteurs qui sont identifiés, l'âge apporte un risque de contracter une forme grave de la maladie, nous l'avons identifié, mais vous avez choisi avec le gouvernement de ne pas faire de discrimination par l'âge et je salue cette décision. J'aimerais particulièrement attirer l'attention sur les grands-parents et leur rôle à jouer qu'ils ont dans la société auprès de nos familles. Il y a des questionnements. Peuvent-ils aller garder les petits-enfants? Oui, il y en a besoin. La logistique familiale est devenue complexe et nous avons besoin de pouvoir compter sur eux. Je recommande pour ma part la concertation familiale pour cette organisation. Madame la ministre, pouvez-vous nous expliquer quels sont les tenants et les aboutissants des chaînes de contamination et ainsi rappeler les précautions au sein du foyer pour que les décisions soient prises avec tous les éclairages? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la ministre. Merci Madame la députée, je vous remercie pour votre question et je connais votre mobilisation et lu avec attention votre tribune qui en effet rappelait en période de déconfinement le rôle des grands-parents. Le rôle des grands-parents est primordial tant pour les enfants que les petits-enfants que pour l'ensemble de la famille. Aujourd'hui, derrière la question des grands-parents et des petits-enfants, il y a celle de la capacité des plus jeunes à transmettre la Covid-19. Il faut partir du principe qu'un enfant peut aussi transmettre le virus, même si les enfants sont moins malades. Nous conseillons d'éviter de confier les enfants à leurs grands-parents, car ce sont bien sûr ces derniers qui sont les plus vulnérables face à l'épidémie. Même si on se sent en bonne santé, il est recommandé de rester très vigilant. L'âge est un facteur aggravant face au virus. En France, plus de 9 personnes décédées du Covid-19 sur 10 sont âgées de plus de 65 ans.
Il n'est pas conseillé donc de recevoir ces petits-enfants à domicile, mais nous savons qu'en période de déconfinement, nous avons besoin de retisser ce lien familial. Donc nous avons mis en œuvre et préconisé certains gestes barrières. Et ces gestes barrières, vous avez demandé à ce que je les rappelle. Donc en cas de visite, nous invitons à limiter tout contact avec les petits-enfants et pratiquer les gestes barrières avec une attention particulière. Pour rappel, lorsqu'ils sont atteints du Covid-19, les enfants sont souvent des porteurs asymptomatiques, ne présentant pas de symptômes de la maladie et ils n'en demeurent pas moins contagieux et peuvent exposer à un risque de contamination. Les gestes barrières peuvent être difficiles à respecter en présence d'enfants. Par mesure de prudence, il convient donc de limiter un maximum de contact avec eux. Et quand les enfants veulent venir au domicile, qu'ils se lavent les mains en arrivant, que l'adulte qui accompagnera l'enfant mette un masque, que le grand-parent lui aussi mette un masque, qu'on évite les contacts, qu'on maintienne une distanciation physique telle qu'elle est préconisée et qu'en partant, on se relave les mains et que la personne qui a reçu à son domicile sa famille renettoie tous les lieux où l'enfant a pu venir, où l'adulte a pu venir. Il s'agit là de la mise en œuvre des gestes barrières qui permettra en effet cette prévention au plus large de nos publics les plus fragiles. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Mme Caroline Janvier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, cette pandémie a mis à l'épreuve tous les systèmes de santé. Le système français, connu comme l'un des meilleurs au monde, a fait preuve à la fois d'une extraordinaire capacité d'adaptation et d'un niveau d'excellence que beaucoup de nos voisins nous envient. Un article du New York Times du 26 mars qualifie notre organisation comme l'un des meilleurs systèmes de soins de santé du monde. Quelques exemples concrets de prouesses françaises pendant l'épidémie. L'augmentation rapide du nombre de places en réanimation, l'organisation des services de réanimation ou encore le système de transfert des patients sous respirateur et la réquisition des médecins. Pour autant, Madame la Ministre, cette crise sanitaire, si elle n'a pas fait ployer notre système de santé, et nous devons ici nous en féliciter, a aussi montré les failles de ce système, rendant absolument nécessaire l'accélération de sa transformation pour garantir cette sécurité sanitaire qui a fait à la fois la force et la réputation du modèle français. Je voudrais ici m'attarder sur le sujet spécifique des urgences, dont on dit qu'elles sont symptomatiques d'un ensemble plus global de dysfonctionnement. Les urgences, on le sait, sont le goulot d'étranglement d'un système subissant une pression de plus en plus forte. Augmentation du nombre de patients, régulation saturée avec des centres d'appel débordés, manque de médecins urgentistes, tous ces constats sont connus. La crise sanitaire a provoqué une réorganisation rapide des urgences. Elle a aussi modifié le comportement des Français qui, respectant les recommandations des autorités sanitaires, se sont beaucoup moins déplacés aux urgences qu'en période habituelle. Les services des urgences ont ainsi retrouvé leur mission initiale, soit la prise en charge des patients dont l'état de santé risque de mettre en péril leur vie ou la fonction de leurs organes. C'est important de le rappeler. Et non de pallier au manque de place dans les hôpitaux, de soins dans les EHPAD ou de médecins généralistes. Madame la Ministre, quelles leçons pensez-vous tirer de cette crise sur ce sujet spécifique des urgences? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Madame la députée pour votre question. D'abord, rappeler que les urgences ont bien été en première ligne de cette gestion de crise et que tout le travail qui a été fait en pré-confinement, donc en avant du confinement, avec le plan bleu, avec le plan blanc, quand nous avons arrêté toutes les opérations programmées de façon à libérer les places, transformer les places de réanimation, ont permis de répondre et d'apporter la réponse sanitaire à l'ensemble de nos concitoyens face à cette crise du Covid-19. Les travaux sont engagés pour que l'État... Les travaux sont engagés pour l'hôpital depuis le début de ce quinquennat. Contrairement aux gouvernements qui nous ont précédés, nous avons inversé la tendance sur les dépenses de santé, notamment sur l'investissement et nous avons relancé l'investissement au sein des hôpitaux. Le président a été très clair, nous allons augmenter les rémunérations, nous allons travailler sur un plan d'investissement ambitieux et enclencher une transformation
profonde de tout ce qui ne tire pas l'hôpital vers le haut. C'est le travail les annonces qui ont été faites par le ministre de la Santé ce week-end avec Ségur Santé, donc le 25 mai, où il y aura autour de la table l'ensemble des représentants de façon à travailler et aller chercher les endroits où il y a des fonctionnements à apporter. Donc c'est tout ce travail qui a été enclenché. Dans la crise, l'hôpital a montré que quand on le laisse faire, il sait aussi s'adapter, il est capable d'accomplir des miracles et on voit bien qu'au niveau des chiffres, nous n'avons pas à rougir de notre système de santé. Je souhaite que cette confiance, et nous souhaitons tous que cette confiance perdure. Nous allons donc mener une concertation nationale, comme je viens de vous le dire, avec les partenaires sociaux, les collectifs hospitaliers. Et nous avons continué à travailler avec l'ensemble des parlementaires qui, sur ce sujet, sont très présents et avec qui nous aurons œuvre à faire ensemble de façon à trouver, parce que c'est bien ensemble qu'on doit trouver les solutions en partant du terrain, en partant des besoins des professionnels de santé, qu'ils soient dans les urgences, mais qu'ils soient dans tous les services. C'est avec ce travail-là que nous pourrons trouver la solution adaptée. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons à la question de Madame Fabienne Colbock. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, la crise sanitaire que nous traversons implique de réinventer notre façon de vivre et d'interagir dans notre vie de tous les jours. Nous devons apprendre à vivre avec le virus. Cela veut dire avec les bons réflexes de pratique sanitaire. De nombreuses mesures ont été mises en œuvre par le gouvernement pour assurer la sécurité sanitaire sur l'ensemble du territoire et aider à se réorganiser en conséquence. J'aborderai ce sujet sur la reprise d'activités à l'école dans le cadre des 2S2C, comprenez santé, sport, civisme et culture, et de la future école ouverte annoncée par le ministre Jean-Michel Blanquer. La réussite de ces deux dispositifs sera conditionnée à un bon apprentissage des réflexes sanitaires et des règles d'hygiène par les enfants. Tout l'écosystème du sport et de la vie associative a pu rédiger des guides de bonnes pratiques selon leurs spécificités. Certains acteurs ont même élaboré un module de prévention pour sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge afin de mieux lutter contre la propagation du virus. En apprenant aux enfants les réflexes sanitaires à adopter dans le cadre des activités 2S2C, tous les acteurs, parents, éducateurs et enfants pourront aborder ces moments de vie collective tant attendus plus sereinement. Et envisager aussi la reprise d'une pratique sportive dans les clubs amateurs à la rentrée ou des stages sportifs estivaux. L'autre avantage d'un module pédagogique de ce type serait d'acquérir une connaissance commune à tous, palliant les inégalités et les risques. Madame la ministre, avez-vous réfléchi à la mise en place d'un tel module commun obligatoire afin que chaque enfant sache adopter les bons comportements pour se protéger et protéger les autres? Enfin, les règles sanitaires imposent des espaces élargis. Nous savons que les territoires sont inégalement pourvus en équipements sportifs ou culturels. Ainsi, dans les départements zones rouges, ne pourrait-on pas obtenir une dérogation pour utiliser les parcs et jardins à cet effet? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la ministre. Madame la députée, donc le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, en effet, avec le ministère des Sports, ainsi que le mouvement sportif, ont souhaité s'engager dans un travail commun pour accompagner la reprise progressive des activités scolaires en proposant des activités physiques et sportives aux élèves. Vous l'avez dit, cette offre d'activités s'inscrit dans le dispositif des 2S2C pour santé, sport, culture et civisme, annoncé par Jean-Michel Blanquer et la ministre du Sport. Et depuis donc, le 11 mai, le mouvement sportif a également, en lien avec les élus locaux, propose une offre adaptée en activité. Ces activités doivent répondre au double enjeu de permettre l'organisation